Donc, eh ben, écoute, ça y est, on est en train d'enregistrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui en interview avec Laurent Coinca. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, je te remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur ton site concernant mon affaire. Ouais, si tu pouvais parler juste un petit peu plus fort, parce que j'ai des petits problèmes de micro pour qu'on ait le même son. Oui. Donc, Laurent, j'ai vu sur Wikipédia que tu m'as envoyé un lien. Il te référence en France comme un lanceur d'alerte. Exactement. Sur Wikipédia. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours et puis nous dire voilà qui tu es? D'accord. Alors donc, Laurent Cuenca, moi j'ai 50 ans. J'ai fait une partie de ma carrière. Parle bien fort, hein. J'ai fait une partie de ma carrière. Tu Ouais. m'entends bien là? Oui, je t'entends. Une partie de ma carrière donc dans la police nationale. Et cette carrière s'est malheureusement écoutée sur un complot que je vais détailler tout à l'heure. Ok. Oui, je suis recensé comme lanceur d'alerte, puisque en 2009, j'avais fondé et j'avais, par l'intermédiaire de cette association, dénoncé les effets néfastes de la révision générale des politiques publiques. Ok. 8 mois de vie de cette association pour nous démolir, et moi, on m'a démoli, y compris socialement. Voilà, je vais tout détailler. Donc, t'as monté une association de loi 1901 alors que tu étais déjà dans la police. Voilà. T'as passé combien de temps dans la police en tout avant de monter ça, enfin, en tout, ouais. Alors, j'ai passé 28 ans dans la police. Hein. J'ai fait un peu de carrière à Paris. Ouais. J'ai été ensuite en police de l'air et des frontières. Et une vingtaine d'années, le gros de ma carrière en compagnie républicaine de sécurité. Ok. J'avais beaucoup de spécialités. J'étais maître nageur sauveteur en route. Hein. Et j'étais formateur aussi. Donc je recevais des nouvelles recrues et je les formais aux techniques, etc. Et en 2011, j'ai fondé une association loi 1901 qui s'appelait Police Victime, dont le but était de soutenir moralement et juridiquement les fonctionnaires de police, les forces de l'ordre en détresse. Parce que il faut 50 de suicides par an, rien que dans la police, et c'est pas rien. Donc moi j'ai subi du harcèlement, et suite à ça, j'ai monté une association avec d'autres collègues. J'en étais donc le président. Je suis ensuite monté au créneau. Je me suis exprimé sur une radio suite à un suicide d'une fonctionnaire. Et au titre de l'association, bien sûr, et pas en tant que policier, j'ai dénoncé les effets néfastes de la révision générale des politiques publiques. D'ailleurs, aujourd'hui... Vas-y, c'est bon. Voilà. Tu as posé une question, je crois. Non, c'est bon, vas-y, continue. Et voilà, j'étais en train donc de dire que j'avais dénoncé en 2011 les effets néfastes de la RGPP, avec la diminution des effectifs, et on voit aujourd'hui que suite à ce qui s'est passé, hein, Charlie et le Bataclan, le pouvoir est revenu, a fait machine arrière, virage à 180 degrés même, et réembauche dans l'urgence des milliers de fonctionnaires pour assurer la sécurité. Donc j'étais, oui, effectivement, un lanceur d'alerte, et je crois qu'aujourd'hui, on peut le dire, si on nous avait écouté à l'époque, je crois qu'il y aurait peut-être eu, je ne dis pas qu'on aurait évité les attentats, mais je pense que le territoire aurait été peut-être mieux surveillé. Voilà. D'accord. Donc cette association m'a... Oui, vas-y, parle-nous de l'association. Oui. Donc l'association loi 1901, elle regroupait pas mal, elle démarrait très bien d'ailleurs, elle regroupait les forces de l'ordre, hein. Il y avait des gendarmes qui s'y greffaient. Et nous, on devait défendre juridiquement des fonctionnaires qui avaient des problèmes de harcèlement dans leur profession, puisqu'il y a quand même pas mal de harcèlement et de discrimination. Et on devait aussi avoir une branche sociale. On commençait à avoir pas mal de sur les locations, même sur les finances, sur le sport. On commençait à avoir pas mal de contrats de signés pour les adhérents. Enfin bref. Quelque chose vraiment de... Quelque chose vraiment de... Ça se développait, quoi. Ça se développait bien, l'association. Oui, tout à fait. Oui, ça se développait très bien. Et en quoi cette association elle était gênante pour la hiérarchie ou pour
Alors, cette association, elle était gênante parce qu'il y avait une association, il y a une association concurrente reconnue d'utilité publique, mais nous, quand on a fondé notre association, on n'avait pas du tout l'intention de la concurrencer. Nous, on avait un volet à part. Et il faut savoir que l'ex de cette association, c'est quelqu'un qui est franc-maçon, qui est très influent depuis des années. Il est en retraite maintenant. Il a fait parler de lui récemment dans l'affaire du 36 quai des Orfèvres. Il a fait beaucoup de trafic d'influence, il a fait beaucoup de mal. Il a été incarcéré pas mal de fois. Qui est cette personne? La menace est partie de là. Qui est cette personne? C'est l'ancien président de l'Association nationale d'action sociale, de l'ANAS, qui a été cité plusieurs fois dans mon affaire, où on m'a demandé à l'époque de me méfier. Et on m'a aussi demandé de faire attention, puisqu'il y avait la franc-maçonnerie derrière, étant donné que ce monsieur est très influent. Il a siégé au Conseil économique et social. Il a fait nommer des personnalités. J'avais rencontré, moi, à l'époque, le député Urboas, qui est aujourd'hui le ministre de la Justice, hein, qui m'avait dit à l'époque vous n'avez pas peur de gêner ce monsieur avec votre association? Je ne vois pas en quoi on aurait pu le gêner. On m'a demandé plusieurs fois de faire très attention. Donc, moi, pour résumer un petit peu, j'ai déposé plainte donc, contre X, puisqu'il y a quand même plusieurs personnes dans cette affaire. Hein. Il y a un directeur de la police nationale qui est visé, puisqu'il a carrément fait du faux en écriture dans le but de me décrédibiliser et dans le but de me nuire et de me virer de la police, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que tu appelles faux en écriture exactement? Il a fait quoi? Alors dans mon dossier, on m'a sanctionné déjà administrativement. Hein, on a invoqué un manquement au devoir de réserve, une déloyauté, tout ça parce que j'avais monté une association. Bon, quand on a monté cette association en 2011, j'ai commencé à subir du harcèlement à n'en plus finir. Ça a été une baisse de notes, ça a été une non-proposition à l'avancement qui était injustifiée. Oh, j'ai cette médaille, je la montre. Elle s'obtient au bout de 20 ans. C'est pas n'importe qui peut l'avoir. Il faut avoir un très bon dossier, une très bonne note. Moi, je l'ai eu au bout de 19 ans. J'avais un très 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 bon dossier. Donc, on m'a mis des bâtons dans les roues. On m'a mis dans des placards jusqu'à que je craque. Et on m'a fait comprendre, mon ex-chef de service, qui a été muté lui aussi bizarrement comme un service rendu, qui est actuellement dans une ambassade responsable de la sécurité en Afrique, hein, m'avait prévenu, m'avait dit, écoutez, moi, je n'y suis pour rien, c'est Paris qui tire les ficelles. Voilà, il m'avait mis en garde. Donc c'est une affaire qui remonte assez haut, quoi. C'est une affaire qui remonte très haut, bien sûr. La personne concernée, l'ancien directeur de la police, a été nommé par la suite préfet. Tu peux donner des noms quand tu parles de personnes? Oui, alors lui, je vais donner son nom. D'autres personnes, je vais pas les citer pour pas avoir de problème, parce qu'il y a une instruction en cours. D'accord. Et la personne que je vais nommer, de toute façon, moi j'ai une preuve à l'appui, par écrit, contre X, mais cette personne va être entendue. C'est vraiment, je dirais, la personne principale qui a initié cette affaire. Ouais. Alors après, peut-être qu'elle a eu des instructions c'est information aussi. Ouais. Monsieur Végel Hubert, qui était directeur des CRS en 2011-2012, qui a ensuite été nommé préfet, quand le pouvoir a changé, à l'époque où Hollande a été nommé. Il a été nommé préfet responsable de la sécurité sur le sud-ouest. Il a essayé de me nuire une seconde fois en essayant de m'enlever ma carte professionnelle pour travailler dans la sécurité privée. Parce qu'il faut savoir qu'à ce jour, je bénéficie de cette carte, je peux travailler dans la sécurité privée, y compris avec un port d'armes, alors que le ministère de l'Intérieur a signé un arrêté pour me jeter par le biais d'une invalidité totale, y compris au port d'armes. Et ça passe pas par un juge, si? Ça passe pas par un juge. C'est comme ça, ils mettent ton nom sur la liste et ils décident de te... Tout à fait. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a 2-3 personnes dans mon cas. Donc, moi, mon cas est le plus horrible. Hein. Donc là, on parle même pas de l'état d'urgence. C'est-à-dire que ça, c'était une affaire qui remonte avant l'état d'urgence. C'est-à-dire que sans passer par aucun jugement, tu peux mettre un policier, déclarer qu'il est inapte. Tout à fait. Un policier... Juste sur les dires d'une personne, quoi.
de la Sur les dires hiérarchie. des personnes, ils ont monté ce dossier. Alors, on m'a sanctionné, j'ai quand même pris 6 mois, 6 mois d'exclusion, hein, sans salaire. Et la raison qui était invoquée pour t'exclure, c'était quoi? C'était une déloyauté par rapport à mon association. C'est tout. Parce que je m'étais exprimé au travers de mon association. On a dit que j'étais déloyal, que j'avais manqué à mon devoir de réserve. Or, il n'a pas été prouvé. On m'a passé en conseil de discipline. Ouais. Lorsque j'ai reçu mon dossier disciplinaire au mois de mai 2012, parce que faut dire que quand on m'a invoqué mon passage au conseil de discipline, mon médecin traitant, parce que j'ai craqué, là, mon médecin traitant m'a mis en accident du travail pour harcèlement. C'est rare quand même. Il m'a mis accident du travail pour harcèlement. Ça a été reconnu 8 mois après par mon administration de tutelle à l'époque. Puis ensuite, la personne que j'ai citée tout à l'heure l'a fait rejeter par le biais d'une commission médicale. Donc, ils ont monté un dossier. Dans mon dossier disciplinaire, il était dit à la base que j'étais psychologiquement inapte suite au décès de mes parents. Alors, on a cité à un endroit mon père et après on a cité ma mère. Je les aurais retrouvés pendus et je les aurais dépendus moi-même. Bon, ma mère, qui est décédée en 2002, est décédée naturellement. Donc une histoire totalement inventée, quoi. Exactement. On est allé profaner déjà la tombe de ma mère, mais en plus on a insulté mon père, puisqu'on a dit qu'il était pendu. Mon père est toujours en vie aujourd'hui. C'est un ancien policier aussi. Il a travaillé pendant 35 ans dans la police. Pourquoi on est allé inventer ça? C'était pour passer par la voie médicale, puisque pour jeter un fonctionnaire de nos jours, il y a le conseil de discipline. Alors il faut savoir que le conseil de discipline, c'est une instance qui de nos jours n'a plus lieu d'exister parce qu'elle est complètement vérolée par le système, je dirais des francs-maçons aussi qui siègent dedans. Les syndicats sont complètement infiltrés aussi. Il n'y a qu'à voir, hein, tous les secrétaires nationaux. Donc toute la coalition qui s'est montée contre toi faisait tous partie de la même loge maçonnique. C'est ce que tu es en train de dire. La même loge, ils sont tous francs-maçons. Ils sont tous francs-maçons. À haut niveau, les hauts fonctionnaires. Il faut savoir quand même que dans la maçonnerie, tu dirais que la police nationale et les CRS, quel est le niveau d'infiltration de la franc-maçonnerie à l'intérieur? Alors il y a eu plusieurs enquêtes menées dessus par des journalistes, notamment Sophie Coignard qui a écrit là-dessus. La police s'est infiltrée quasiment à, j'ai plus les chiffres en tête, mais ce sont les hauts fonctionnaires, hein, ceux qui encadrent, les commissaires, les commandants, très peu à la base, parce qu'à la base, ils s'en foutent. C'est pas intéressant, ils n'ont pas de pouvoir de levier, ils n'ont pas d'influence. Par contre, à partir du grade de commandant et au-dessus, et surtout au-dessus, les commissaires et les contrôleurs, jusqu'au grade de préfet, et après, dans les ministères, ils sont tous francs-maçons. Un sur deux. Un sur deux. Donc, un sur deux. Voilà. Ok, donc il y a une grosse infiltration. Ils achètent les syndicats. Les syndicats font taire la base. J'ai fait du syndicalisme, je sais très bien comment ça se passe. J'ai été. Les syndicats sont tous achetés, que ce soit à la police ou ailleurs. Ils sont tous récupérés. Ils finissent au conseil économique et social. Ils ont des médailles de Légion d'honneur, etc. C'est grossier, quoi, je veux dire. Et alors, ils ont la facilité de jeter des fonctionnaires. Il suffit de monter un dossier comme on a monté, moi. On a fait du faux en écriture publique. On l'a soumis à des médecins agréés par le ministère. Moi, j'ai rencontré un expert qui m'a convoqué, forcément, et qui m'a vu en tout et pour tout 10 minutes. Et en 10 minutes, il m'a déclaré invalide. Voilà. Il était déjà initié. Je prends ce terme-là. Il était déjà initié. Il m'a dit, je sais, vous avez monté une association. Donc déjà là, je prends une claque. Il m'a dit, vous êtes fait entendre. Il m'a un petit peu parlé en 10 minutes de ce que j'ai fait dans ma carrière. Et quand j'ai reçu les conclusions de cette expertise, que je n'ai pas pu contester, puisque de toute façon c'était déjà signé, c'était marqué en gros, en raison de mon âge, et à l'époque, ça s'est passé, j'avais 47 ans, en raison de mon âge et de mon parcours professionnel, déclarons Cuenca Laurent totalement inapte à toute fonction. Donc c'est la porte. Donc c'est la porte.
après, c'est la dégringolade. Derrière, il faut savoir quand même que j'ai essayé de remuer ciel et terre. Je me suis pas laissé faire. Hein. J'avais une assistante sociale aussi. T'as pris un avocat J'ai deux avocats parce que j'en ai un qui est sur une affaire. Alors, il faut savoir que derrière, ça a entraîné plein de choses. J'ai subi 2 hospitalisations abusives parce qu'ils ont essayé de se rattraper et de me décrédibiliser. Et donc, ils ont essayé de me faire porter le chapeau de quelqu'un de psychologiquement atteint pour étayer la thèse après coup. Donc, j'ai subi 2 hospitalisations abusives, une de 15 jours et une de 26 jours, qui ont été cassées à chaque fois par un JLD. C'est quoi un JLD? Un juge des libertés? La liberté et la détention, c'est obligatoire. Donc je suis ressorti, mais il faut attendre 15 jours. Hein. Ouais. Donc là, je suis en train d'attaquer là aussi l'État pour ces hospitalisations abusives. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça me coûte très cher. Bien sûr. J'ai aussi une plainte en faux usage de faux contre X au ministère de l'Intérieur. Hein. Bon, j'ai cité en gros la brochette de malfaiteurs. Hein. C'est une association de malfaiteurs. Ce sont des gens qui portent des insignes qui encadre la personne que j'ai citée, elle est actuellement conseillère au gouvernement, elle a géré la COP21 récemment. C'est quelqu'un quand même qui a déjà été relaxé dans une affaire. Ouais. Alors en plus d'être des criminels, on les récompense pour leur criminalité et leur service rendu. En les plaçant à des postes à responsabilité, c'est-à-dire que à la limite plus t'es pourri, plus tu montes. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Moi, bizarrement, les personnes qui ont écrit ce genre d'atrocités dans les procédures, hein, c'est parti de ce directeur, c'est descendu jusqu'à mon chef de service qui était commandant. Le commandant, bizarrement, a été muté, donc comme je disais, en ambassade, hein, une récompense. Une récompense, ouais. Le directeur, lui, a été est monté préfet, ensuite conseiller au gouvernement. Ouais. À l'époque, le député qui est aujourd'hui ministre de la Justice, M. Urvoas, a écrit en ma faveur, puisqu'il connaissait mon dossier. Il a demandé à M. Valls, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, des précisions sur mon dossier et sur ce qu'on a pu dire. C'était dans un but de me... J'ai la lettre, hein, c'est chez le magistrat. Dans le but de me décrédibiliser, il n'a reçu aucune réponse. Bon, tout ça, c'est la même franc-magouille, comme j'appelle. Hein. Ils m'ont assassiné sur un complot. Ils ont essayé de me faire taire, mais je suis quelqu'un d'assez coriace. Ils ont essayé de te pousser au suicide? Alors je suis quelqu'un, on va dire, peut-être de miraculé, parce que 50 suicides par an dans la police, il y en a beaucoup qui se sont suicidés pour moins que ça. Moi, au contraire, j'ai la hargne, je veux être blanchi, je veux qu'on revienne sur tout ce qui a été dit sur mes parents. Ils ont essayé, oui, tout à fait. Moi, j'ai ces 2 hospitalisations abusives, elles étaient quand même... dans un contexte au milieu de malades mentaux, même le responsable de l'établissement qui me connaît bien, on est presque devenus amis depuis, m'a dit, mais monsieur Poinca, je sais pas ce que vous faites dans mon établissement, je demande à ce que vous sortiez, mais c'est la voix du préfet quand une hospitalisation abusive est décidée par un préfet. Un médecin peut faire 36 certificats et dire non, ce monsieur n'a rien à faire chez nous, c'est le préfet qui décide. C'est le préfet qui décide. Ouais. Tout à fait. Là aussi, c'est vraiment... on est dans un pays où on dit des droits de l'homme, mais bon... Ah non, mais on vit à l'envers. Hein. Et ce que tu me racontes me parle beaucoup, parce que moi, je vis en ce moment, je ne sais pas si tu es au courant, une expérience personnelle qui se rapproche de ça. Et je reconnais bien dans ce que tu énonces les méthodes qui sont utilisées par la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que déjà, l'utilisation des faux est systématique. C'est-à-dire qu'on raconte n'importe quoi, on crée une histoire de A à Z. Et puis c'est une sorte de harcèlement pour essayer en fait de te faire tomber maximum, de te décrédibiliser à mort. Et puis la suite de l'histoire, c'est ceux qui subissent en fait ce genre de harcèlement et de calomnie. Après, si le mec se suicide pas, une fois que sa réputation est détruite, c'est là que ça devient dangereux physiquement pour la personne, parce qu'ils peuvent s'en prendre physiquement à toi pour t'éliminer, parce que comme ils ont détruit avant ta réputation, tout le monde en a rien à foutre. Exactement. Ils te décrédibilisent, ils ont le pouvoir sur les médias. Bon, il faut savoir qu'il y a des médias locaux à l'époque, bon, Sud-Ouest et La Dépêche, qui ont écrit à mon sujet. Alors j'étais quelqu'un, c'est vrai, quand j'ai voulu secouer le cocotier pour
obtenir la vérité, parce que j'ai été à un moment donné en médiation avec la direction générale. J'ai quand même un ex-directeur général qui devait être intègre, ça devait pas être, à mon avis, un frangin. Pourquoi? Parce qu'il m'a écrit une lettre pour s'excuser sur ce qui avait été dit sur mes parents. C'est quand même une pièce capitale pour le magistrat. Non mais voilà, inventer des trucs comme quoi alors que ton père est vivant, de dire que tu l'as dépendu, enfin vraiment, enfin c'est hallucinant quoi. Il faut être accroché, il faut être accroché. Et ils ont peur de rien quoi. Ils ont pas de peur de conséquences, ils ont pas de peur de se faire prendre. Ben non, parce que voilà, ils jouissent d'une impunité totale. Ils racontent n'importe quoi. Ils utilisent les leviers qu'ils ont à leur disposition, puisque ce sont de hauts fonctionnaires, donc 2-3 coups de fil Moi, je suis passé à un moment donné devant le juge d'application des peines, parce que ensuite je suis passé en correctionnel. Il faut savoir qu'après, comme j'avais écrit des mails à cette hiérarchie pour un petit peu les sulfater, on va dire entre guillemets, à un moment donné, quand on m'a dit à la direction générale, on ne peut rien faire dans votre dossier, on ne peut pas avancer, il y a un couvercle, je peux péter les plombs, j'ai dit, vous allez voir le couvercle, moi j'ai foncé, quoi, parce qu'on s'est attaqué quand même à mes parents. Et on m'a passé en correctionnel, on est venu me chercher, on m'a mis en garde à vue. C'est là que je me suis retrouvé hospitalisé pendant 15 jours. Mais quand le JLD a cassé mon hospitalisation, la famille était tout ça sous les yeux de mes enfants. La famille était venue me récupérer à l'hôpital. C'est pas ma famille qui m'a récupéré. C'est la police judiciaire qui m'a dit, ah non, mais vous ressortez, attendez, on vous remet en garde à vue. On termine la procédure. Et il faut être accroché, là. Ouais, c'est un acharnement. Ouais. Donc, ils jouissent d'une impunité totale. Ils ont le pouvoir dans les mains. Ils ont les juges avec eux, certains. J'en ai eu la preuve aussi, puisque quand je suis passé devant le juge d'application des peines, un juge intègre qui m'a avoué, vous pouvez s'en passer, écoutez, j'ai reçu un courrier de la part de ce monsieur qui me demande des précisions et je vais l'envoyer sur les roses. Ça voulait dire que ce directeur en question, qui est devenu préfet, ce préfet en question, avait essayé d'influer sur le magistrat pour m'envoyer au ballon. Et donc, en prison, quoi. Et donc, là, on voit qu'il y a du trafic d'influence, mais de haut vol. Voilà. Donc, à un moment donné, je me suis dit, t'es pas à l'abri qu'on vienne toquer chez toi, puis qu'on te refoute dans une ambulance, puisque ça, ils savent très bien le faire. Et puis que c'est arrivé à un gars, je sais plus, un prof, là, comment il s'appelle, il est enfermé pendant 2 ans, hein, ils l'ont réduit comme un légume. Hein. Ouais. Est-ce que j'ai une question qui me vient comme ça. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Stan Mayo? Ça te parle? Remets-moi un peu sur le... Stan Mayo, c'est un ancien policier qui enquêtait sur de la pédocriminalité et qui s'est retrouvé en fait accusé en fuite. Il est parti en Angleterre et puis après il a bougé. En fait, il était tombé sur des dossiers de pédocriminalité liés à des réseaux franc-maçonniques. Et puis en fait, il s'est approché trop près des coupables et puis donc il est parti. Ils l'ont. C'est pas parti de la région toulousaine. Je me rappelle. À l'époque, parce qu'il y a eu un gars en retraite des RG qui a enquêté là-dessus sur la région toulousaine avec l'affaire Allègre, et c'est monté à un certain niveau où ça touchait un peu le gratin de la politique et de la franc-maçonnerie. Ouais. Et je sais pas où c'est allé après l'histoire. Donc, est-ce que tu as, bon, sans parler de Stan Mayo, est-ce que tu as des histoires ou des oui-dire de protection de pédophiles, de réseaux pédophiles? Moi, à mon niveau, non. J'en ai pas connu parce que j'étais qu'un fonctionnaire de police lambda. D'accord. Moi, j'exécutais les ordres, même quelquefois contraires à la logique. Ouais. Mais j'ai pas entendu parler. Alors moi, après, je connais quelqu'un qui effectivement se bat depuis des années. Mais ça, c'est en dehors de la police, mais il se bat depuis des années pour la mort de son fils. Qu'on a du côté de la région toulousaine, justement, on a classé en suicide alors qu'il a toutes les preuves en main, comme quoi il n'y a jamais eu de suicide, il manquait des organes à son fils, etc. Ouais. Trafic d'organes, etc. Bon, enfin ça c'est une histoire. Okay. Et qu'est-ce que tu penses de l'actualité en ce moment par rapport au CRS en France Alors, quel est le regard maintenant que tu es sorti en fait du
du milieu, quel est le regard extérieur que tu as sur tes anciens collègues? Moi, je les plains, franchement, je les plains parce que Moi aussi. le pouvoir s'en sert à toutes les sauces. En fait, la police nationale et les forces mobiles, hein, les forces de l'ordre, les CRS, etc., les gendarmes mobiles, sont utilisés comme un baromètre politique. La France, surtout avec l'état d'urgence là qui vient d'être reconduit, franchement, je les plains. Je les plains, et d'autant plus qu'ils n'ont pas de protection. C'est pas sur les syndicats qu'ils peuvent compter, puisqu'on en a parlé. Les syndicats sont Ils sont infiltrés. véreux. Ils sont infiltrés. Ouais. Et alors, je parle pas du petit syndicaliste de base, mais à un certain niveau, hein, ils jouissent de tout ce qu'ils veulent. Ils sont achetés par le pouvoir. Et ils sont et dans les syndicalistes, t'as des exemples t'as eu des confirmations qu'il y en a certains qui étaient dans les loges francs-maçonnes aussi? Moi, j'ai quelque chose qui m'a choqué un jour, parce que effectivement, moi, je m'intéressais pas trop à cette histoire avant qu'il m'arrive tout ça, franc-maçonnerie. Mais un jour, comme j'étais un syndicaliste de base, justement, parce que je voulais quand même m'investir, j'ai été convié à une réunion sur une région avec tous les représentants des départements et nationaux. Et quand je suis arrivé, alors ça durait 2 jours, hein, quand je suis arrivé à l'endroit précis, le jour du rendez-vous, je voyais pas mal de gars qui se faisaient la bise et puis qui se tapaient sur l'épaule. Et j'étais pas à l'aise avec ça, moi, parce que, bon, moi, on m'a pas fait la bise, hein, on m'a pas tapé sur l'épaule. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre cette proximité. Bon, j'ai tout de suite compris. Pas compris. Voilà. Et c'est vrai que il y en a énormément. Il y en a énormément, et il faut savoir quand même que en France, les ministères les plus touchés et plus infiltrés, c'est quand même au niveau de la sécurité, ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice. Puisque là, bon, mais j'ai pu le constater, et c'est un problème. Bah, il y a les enfants du juge Allègre qu'on parlait de leur père, oui. qui lui était mouillé à fond dans les histoires de pédophilie. Il s'est suicidé, il pouvait plus se regarder dans la glace, quoi. Et les enfants ont balancé toute l'histoire sur leur père, quoi. C'est courageux d'agir. J'ai vu la vidéo. Très parce courageux. que je suis pas étonné, parce que quand on voit les manipulations, moi je le vis, je l'ai vécu, je le vis encore puisque l'affaire n'est pas terminée. Mais en 2012-2013, quand on voit comment ça s'est goupillé, les écrits plus d'envoyer systématiquement des gens me chercher, etc. Parce que je revendiquais le droit de me défendre, tout simplement. Et même là, je pense qu'il y a encore une intervention, parce que mon affaire, j'ai déposé plainte en 2012, l'affaire est carrée, les noms sont cités, je veux dire, demain, on peut envoyer à la barre ces personnes, et c'est criminel, c'est de la cour d'assises, mon avocat me l'a confirmé. C'est tellement grave que l'écriture un faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique, c'est une circonstance aggravante. C'est une circonstance aggravante, ouais. Et le magistrat m'a avoué, quand je l'ai vu cet été, pour consulter mon dossier, même dans le dossier médical, il n'y a rien en fait. Je tiens à le préciser, on ne connaît pas ma pathologie. Bon. Et le magistrat m'a dit, bon, ben maintenant je vais m'attaquer au bourreau, entre guillemets, et je ne vous cache pas que la tâche va être difficile. Bon, et vu le personnage que j'ai cité, qui est conseiller du gouvernement actuellement, je crains que ça prenne beaucoup de temps. Donc, c'est compliqué parce que... comment tu vois l'avenir par rapport à ton combat? Déjà, où est-ce que tu en es au niveau relations amicales et familiales par rapport à cette affaire? Est-ce que ça a provoqué des problèmes? Énormément, parce que derrière, financièrement, une perte brutale de mes revenus. Alors moi, j'avais une situation avec une carrière bien programmée, j'avais une maison, des voitures, enfin voilà, et derrière j'ai une petite pension d'invalidité, mais je veux dire j'ai perdu 50% d'un coup, donc j'ai dû revendre ma baraque dans l'urgence avec des pertes, plus tout le reste, je suis en surendettement, je suis criblé de dettes, je me suis séparé de ma femme, puisque vivre comme ça au quotidien, je la comprends, hein, on est resté en bons termes, mais en fait, entre les hospitalisations, les gardes à vue, plus perdre un emploi comme ça, à un moment donné, il valait mieux qu'on
on s'écarte un peu, mais je veux dire, ça a déclenché, ça a été vraiment un tsunami, quoi. D'accord. Et pareil dans ton niveau, dans tes relations amicales, il y a des policiers qui te sont restés, des anciens collègues qui te sont restés fidèles ou t'as tout perdu tes relations Je les compte sur les doigts d'une main, Ouais. alors qu'avant j'en avais beaucoup, et ils ne me contactent plus parce qu'ils ont peur. Il y en a qui me l'ont dit, Mhm. mais ils me l'ont pas dit par téléphone, c'est parce que je les avais croisés dans Ouais, l'ancienne parce région. qu'ils savent que tu es sur écoute. Oui, je l'ai été. De toute façon, j'ai les preuves aussi. Hein, j'ai été sur écoute à l'époque de l'association, puisque dans mon dossier, on a sollicité les renseignements généraux pour voir un peu comment était mon association. Je suis passé par tous les niveaux. Hein. Je suis passé d'extrême gauche à extrême droite. Je suis passé par. On a essayé de nous démolir sur tous les plans. Donc, à un moment donné, les renseignements généraux, ils m'ont approché. Ils sont pas venus à ma porte. Ils m'ont forcément écouté. Et ces collègues-là m'ont tourné le dos parce que. Ben, pour eux, ben déjà d'une part, comme on m'a décrédibilisé avec cette histoire de famille, de pendaison, ils se sont dit quelque part, ben, si la hiérarchie le dit, il doit avoir raison, puisque c'est comme ça qu'on détruit un individu. Hein, on colporte sur lui des bruits, d'autant plus quand on a un pouvoir. On lui met une étiquette et après, ben, on le massacre. Et les gens derrière pensent que voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Que moi, j'ai dû prouver à la direction générale qu'il n'existait rien de tout ça. Et l'adjoint au directeur que j'avais eu au téléphone à l'époque m'avait dit, mais monsieur, je peux pas avancer, il y a un couvercle sur votre dossier. Couvercle, c'est la franc-maçonnerie. Et est-ce que d'un côté, donc, t'as des gens qui se sont éloignés de toi. Est-ce que de l'autre côté, ça a rapproché d'autres contacts que tu as pu te faire de personnes qui étaient dans des cas similaires au tien et qui se sont confiées à toi? Un petit peu. Alors, bon, les contacts que j'ai gardés, ce sont des gens à la retraite qui n'ont pas peur, ils sont plus en activité. Ils prennent des nouvelles et voilà. Après, j'ai 2-3 personnes, oui, effectivement, on se contacte de temps en temps. Par rapport à ces histoires-là, je sais pas. Enfin, j'ai plus de nouvelles de lui depuis un moment, mais au départ, j'avais des contacts avec lui. Je sais pas si tu as entendu parler de l'affaire de Pichon, un commandant de police qui avait dénoncé l'usage abusif et illégal des fichiers STIC, les fameux, on les appelle plus STIC maintenant, mais c'est ces fameux fichiers qui recensent toute la population illégalement. Il avait alerté à l'époque sa hiérarchie dans les règles et à très haut niveau. On l'a démoli. On l'a démoli. On l'a démoli, on l'a mis en retraite, même pas pour invalidité, on l'a jeté. Et il se bat, il a gagné des procès, il se bat pour être réintégré, mais le Conseil d'État ne valide toujours pas sa réintégration, donc parce que il ne sera pas intégré. Tant que ce pouvoir-là derrière agit, il ne sera pas réintégré. Et mais autrement, non, pas plus que ça. J'ai pas plus de contacts. D'accord. Et par rapport à ce fichier de fichage de tous les citoyens français, est-ce que tu savais à l'époque où tu avais connaissance de ce fichier que tout était relié avec, que c'était partagé les informations avec les Américains? Non, je ne savais pas ça. J'ai pris connaissance de cette histoire de fichier. C'est arrivé à peu près en même temps que mon histoire. Ouais. J'ai acheté le livre. Il a sorti un livre, je l'ai lu. On l'a, il n'a pas eu le même parcours que moi, mais on l'a décrédibilisé dans le même sens que moi, dans le but de le faire passer pour un mauvais fonctionnaire, un malade, mais je ne savais pas, j'avais pas connaissance de ces fichiers. Parce que oui, t'étais pas du tout dans les théories du complot. À la limite, tu voyais les complotistes comme des huluberlus, quoi. Oui, sans plus, parce que c'est vrai que quand on est un fonctionnaire de base, on exécute, c'est tout. On nous demande d'ailleurs d'exécuter. Et d'ailleurs, excuse-moi aussi, je reviens sur un truc. Peu de temps après mon affaire, quand le ministre de l'Intérieur, Monsieur Valls, a pris les manettes, il a fait renforcer, il a durci le code de déontologie. C'est-à-dire qu'il l'a durci dans le sens où tout fonctionnaire doit maintenant fermer sa gueule et il ne doit même pas dénoncer quelque chose d'illégal. L'omerta. Puisque sinon il se fait démolir. Et c'est arrivé juste derrière mon affaire. Et il y a une personne, un journaliste, qui avait dit à l'époque, dans un article, que en créant mon association, j'avais ouvert les portes de l'enfer. Ça voulait tout dire.
Et en fait, leur but, c'est d'avoir c'est pas des êtres humains qui volent, c'est des robots. C'est des gens qui pensent pas, qui n'ont pas de conscience, qui ont pas de, qui réfléchissent pas et qui obéissent tout simplement au doigt et à l'œil, aux ordres de la hiérarchie, et qui à aucun moment ne doivent se poser de cas de conscience ou de questions ou rien du tout, quoi. Sinon, bah, on te tape dessus jusqu'à ce que tu rentres dans le rang, quoi. Et si tu rentres pas dans le rang, on te détruit. Ah ben c'est fini, hein. Dès la première occasion, ils te démolissent, puisqu'ils savent que si tu sors la tête des rangs, ça peut se reproduire, donc. Exactement. Moi, je me rappelle d'ailleurs celui qui était muté en Afrique, là, mon ancien chef de service, m'a dit j'ai peur pour vous. Ils vont frapper fort. Ils veulent faire un exemple. Voilà. L'exemple a été fait. Tous les collègues, je les plains. Pourquoi? Parce que j'ai encore quelques contacts que j'ai. Les gars, ils en peuvent plus. Ouais. Ils en peuvent plus. Ils sont dans le burn-out complet, quoi, continuel. Et en même temps, il faut croûter, hein, il faut remplir le frigidaire. Et je les comprends. Ils ne peuvent plus, même pas par leur syndicat, ils ne peuvent pas dire voilà, ça va pas, ça va pas. Puisque le syndicat, de toute façon, il est là non seulement pour pister le gars, mais ils vont faire remonter l'information comme quoi tel et tel fonctionnaire, ça va pas, quoi. Et je pense à deux choses. L'image de cette vieille dame là qui s'est fait arrêter il y a un jour ou deux là qui s'est fait monter dessus par deux CRS qui ont mis les genoux dessus et qui l'ont arrêtée alors qu'elle a représenté aucun danger. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu. J'ai été aussi scandalisé. Ça t'inspire quoi? Quel message t'aurais à dire à ces CRS? Alors, le message, je ne vais pas leur dire comment dirais-je, de refuser, ils peuvent pas, ils sont obligés, sinon demain ils sont à la porte. Par contre, il y a d'autres moyens de contourner les choses en exécutant des ordres, mais d'une certaine manière, je vais pas leur faire un dessin, mais ouais, bon, pas zélé, quoi. Voilà, l'affaire de la vieille dame et l'affaire un peu plus il y a quelques jours aussi du général. Général. Bon, il faut savoir aussi une chose, c'est que quand tu es dans une manifestation et que tu as des ordres, si tu les exécutes pas, c'est pas bon derrière pour le restant de ta carrière. Et donc, comme je disais, les gars, il faut qu'ils croûtent. Mais par contre, il y a d'autres méthodes. Il faut pas faire confiance aux syndicats. Et d'ailleurs, il faut pas leur donner la cotisation annuelle de 80 et quelques euros chaque année. Ça sert à rien. Ils sont subventionnés, ils sont achetés. Par contre, ils ont des avocats. Moi, j'avais compris quand j'avais créé l'association, il n'y a pas besoin de syndicats. Il y a des avocats spécialistes dans le droit et la fonction publique. Quand ils ont un problème, que ce soit sur leur avancement, que ce soit sur des mutations, que ce soit au niveau du harcèlement ou de la discrimination, ils prennent un avocat, ça sera plus efficace, bon, un peu plus cher certes, mais plus efficace, et au moins ils pourront avoir confiance, c'est quelqu'un qui sera à l'extérieur. Et qui travaillera pour lui. Qui travaillera, voilà, en principe, mais un syndicat, c'est donner de l'argent par la fenêtre et de ne pas avoir de garantie derrière. Moi, franchement, si j'ai un message à leur faire passer, c'est d'arrêter de rincer ces corrompus. Voilà, je vais pas être léger dans les termes et dans les mots. Hein. Ce sont des corrompus. J'avais déjà écrit dans ce sens-là, puisque moi, quand je suis passé en conseil de discipline, il n'y en a pas un qui a levé le doigt pour dire c'est vrai, ce qu'il y a dans votre dossier, c'est pas normal. Ils ont tous baissé la tête. Je les ai regardés droit dans les yeux et je leur ai dit, vous pouvez pas dire à un moment donné que ce que j'ai dénoncé n'existe pas. Ils ne m'ont pas répondu. On a vu en 2015 deux attentats énormes. Alors je dirais, d'avoir dénoncé la RGPP et la diminution des effectifs, quelque part, et j'étais pas le seul à le dire, on avait raison. On avait raison. Pourquoi maintenant ils font un virage à 180 degrés et ils font même des concours, je dirais, allégés pour pouvoir rapidement embaucher des milliers de fonctionnaires. Mais, à un moment donné, attends, quand tu gouvernes, tu es censé comprendre les choses mieux que nous. Oui, enfin bon, ils sont pas là pour aider les gens. Faut bien comprendre aussi qu'ils sont là pour le pouvoir et l'argent, et certainement pas pour aider les gens. Donc,
il y a pas quand même une prise de conscience, même si elle n'est pas suivie d'actes, au niveau des fonctionnaires de police concernant justement je sais pas, quand tu es fonctionnaire de police, tu dois prêter un serment de protection des citoyens. Le problème, c'est le gouvernement. Donc les citoyens ont besoin d'être protégés de ce gouvernement criminel. Ce sont que des criminels au gouvernement. Il n'y a pas un moment où les policiers se disent mais je sers à quoi? Est-ce que je suis pas là pour empêcher le peuple d'aller poursuivre ces criminels qui sont à la tête de l'État et qui continuent de faire des morts partout, de s'ingérer dans les politiques étrangères, de mentir, de voler, etc. C'est ces gens-là que je défends, quoi. Mais il n'y a pas un moment où je sais pas. C'est un peu compliqué. Moi, je suis rentré à une époque. Ils y pensent pas, ils en ont pas conscience ou. Si, ils sont tous écœurés. Ils sont tous écœurés. Ils aimeraient bien trouver une solution. Mais si demain, je pense qu'il y avait un espèce de putsch dans le pays. Ils seraient tout de suite solidaires avec la population. Seulement. Donc ce qui manque, c'est quoi alors? C'est le nombre de citoyens qui, tant que ça reste à des manifestations de 5, 10 000 personnes, 200 000 personnes, ça, ils se mouillent pas. Mais si ça montait à des millions de personnes dans la rue, tu veux dire qu'ils changeraient de camp et c'est une question de nombre? J'en suis persuadé. S'il y avait des millions de personnes, mais vraiment des millions, dans la rue, quitte à faire tomber le pouvoir, ils poseraient le casque par terre et ils iraient avec la population. Hein. Ça s'est déjà produit dans d'autres pays. Oui, ça s'est produit dans d'autres pays. Ouais. Donc moi j'en suis persuadé, mais là, à l'heure actuelle, ils sont obligés d'exécuter et voilà, certains essayent de le faire. Quand tu es dans une manifestation et que il y a beaucoup de casse et que tu prends, moi ça m'est arrivé, tu prends beaucoup pendant des heures de choses sur la figure. Tu essayes de te protéger, mais à un moment donné, tu as les nerfs qui craquent aussi, parce que t'es le fusible, en fait, t'es le fusible de l'État, mais le mauvais fusible, le mauvais côté. C'est toi qui prends, le pouvoir en a strictement rien à foutre. Ah non, il s'en fout complètement, toi. De victimes. Tu sais, je vais dire un truc, tu sais comment aux États-Unis, ce qu'on appelle les familles régnantes, les familles Illuminati qu'on appelle comme les Rothschild, les Rockefeller et tout ça, enfin ceux qui vraiment ont le pouvoir sur la planète. Tu sais comment ils appellent les policiers? Comment ils les appellent? Nos chiens. Ça m'étonne pas. Our dogs. C'est le nom qu'ils utilisent entre eux pour parler des policiers. Nos chiens. Ça m'étonne pas. En fait, ils s'en servent le pouvoir s'en sert pour protéger leur petite combine, pour se protéger eux-mêmes, mais pas pour protéger la population. Non. Moi, quand je suis rentré dans la police, le premier message qu'on m'a fait passer, c'était d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Là, ça a complètement changé. Maintenant, c'est plus ça. C'est d'assurer la sécurité du pouvoir. De leurs biens et de leurs combines. Mais la population, elle n'est pas du tout sécurisée. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai été à un moment donné aide des mineurs. J'ai travaillé sur des sites un peu chauds. À l'heure actuelle des choses, l'état d'urgence, c'est du flanc. C'est du flanc. On a de quoi s'inquiéter. C'est pas la peine de compter sur les forces de sécurité parce qu'il y en a déjà plus. On les a complètement déplumées. Mais en même temps, j'ai envie de dire que les terroristes, ils ont un tapis rouge devant eux. C'est inquiétant parce que ils sont protégés, ces gens-là. Moi, j'ai travaillé dans certains endroits où j'ai protégé des personnalités, dans le 16e et du côté des ministères. Il y a, je sais pas combien de forces de l'ordre au mètre carré. Là, il n'y a aucun souci. Et le reste de la population, c'est des statistiques. On trafique les statistiques et puis voilà, on dit que tout va bien. Enfin bon. Et est-ce que tu as été dans les manifestations confronté à des policiers en civil qui reçoivent des ordres pour faire du grabuge
de manière à ce que les caméras de télévision puissent filmer quelque chose d'un peu scandaleux. Ça s'entend dire, mais j'ai pas eu de confirmation de la part en fait d'un policier lui-même. Mais il y a plein d'images qui sont montrées sur Internet de manifestants où il y a des groupes, parfois d'hommes cagoulés, qui feraient en fait partie des services de police pour foutre le Bronx dans la manifestation, en fait. Sincèrement, non. J'en ai jamais entendu parler. Si ça a été fait, ça a dû se faire vraiment très discrètement. Ils ont peut-être pris du personnel qui venait extérieur. Voilà, qu'on n'est pas censé connaître. Ouais. Bon, non, moi, je peux pas confirmer ce. D'accord, donc, ok. Ce truc-là. Par contre, je serais pas étonné aussi que ça se fasse, parce qu'à un moment donné, comme on dit, il faut créer le chaos. Alors, justement, c'était la question suivante. Est-ce que, hormis les manifestations, le cas qu'on vient de citer, est-ce que tu as des exemples dans ta carrière où tu as entendu parler de création du problème? Création du problème. Ouais. De création du problème. Chaos, j'étais dedans, je ne devais pas m'en rendre compte, parce que quand tu es en plein milieu d'une salade comme ça, tu t'en rends pas forcément compte, mais avec les années derrière, j'ai réfléchi à certains trucs, et quand je vois maintenant ce qui se passe sur les médias, et à propos des quartiers par exemple, j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers, et il faut avouer que quand il se passait rien dans les quartiers, on avait des consignes d'aller dans les quartiers. Bon, et c'est là que ça dérapait. C'est là que, bon, il faut réinvestir le territoire. Mais il y a des manières de le réinvestir, le territoire. Ouais. Nous, on nous envoyait là-dedans comme si on allait provoquer carrément à l'attaque avec tout l'équipement. Moi, je me suis retrouvé dans de mauvaises postures dans les quartiers. Mais on n'y allait pas pour dialoguer. Il n'y avait pas pour dialoguer, donc il fallait terroriser en fait. Je pense qu'il fallait terroriser. Et à des moments où il n'y avait pas de problème dans le quartier. Exactement, à des moments où il n'y avait aucun problème. Alors qu'il y aurait peut-être eu d'autres endroits où il y a des problèmes et que ces forces qui ont été envoyées à un endroit où il n'y a pas de problème, ils auraient été utiles au même moment à un endroit où il y avait effectivement un danger, un problème à régler, quoi. Exactement. Exactement, il y a des endroits où il y a pas mal de cambriolage, mais seulement la population qui habite dans ces endroits-là n'intéresse pas le pouvoir. Plus que ça, puisque ce sont des gens une classe sociale au-dessus, et à part les cambriolages, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, il vaut mieux aller dans les quartiers où ça bouge, où il y a du feu. C'est plus intéressant sous le plan médiatique. Alors, il y a une relation dans ces opérations-là entre la police et les médias mainstream. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des appels qui sont passés de la police aux médias en disant venez, il va y se passer quelque chose là-bas, on va aller là-bas. Amenez vos caméras. J'ai toujours été étonné de la rapidité des médias, mais pas à notre niveau. Moi, j'ai pas été témoin, si tu veux. Toi, t'as pas accès à cette information-là. Si c'est parti de plus haut. Voilà, c'est parti de plus haut. Bon, on se rappelle tous comment Sarkozy a grimpé dans les sondages en allant systématiquement dans les quartiers avec les caméras. Ouais. Donc, effectivement, j'étais toujours surpris de voir les médias arriver pile poil au bon moment, au bon endroit. Presque avant nous, je dirais. C'est arrivé presque avant nous. Il va y avoir un scénario là, on va se mettre en place. Puis nous, on est arrivé derrière. Bon, on en revient à la même thèse qu'on disait tout à l'heure, semer le chaos, montrer politiquement que... Créer le problème pour faire accepter la solution. Exactement, c'est ce qui se passe actuellement pour faire accepter aux gens... l'état d'urgence et toutes les conneries. D'être surveillé, et ultra surveillé, et hyper surveillé, quoi. Donc la surveillance a ses limites à un moment donné, c'est une intrusion carrément maintenant dans nos vies privées. Ouais, et puis en plus, au-delà de la surveillance qui est déjà inadmissible, c'est qu'il y a cohésion de l'État avec des puissances étrangères et partage d'informations confidentielles sur les Français avec des puissances étrangères. Parce que quand je te parlais des États-Unis, il n'y a pas que les États-Unis. Mais donc c'est assez grave ce qu'ils font, quoi. Et comment tu
Comment tu vois l'avenir en France? Honnêtement, dans les 2-3 prochaines années, comment tu vois ça? Moi, je pense sincèrement, quand mes affaires, ça y a un moment que je le dis, hein, quand les affaires de justice seront terminées, si j'ai gain de cause, on verra bien. Parce que j'ai beau avoir toutes les garanties, Ah oui, non, ils sont quand même puissants, ils sont quand même puissants. ouais. Bon, moi, comment je vois l'avenir? Eh ben, partir, hein, prendre ma retraite ailleurs. Et la France, tu la vois, tu vois une lueur d'espoir pour la France? Tu penses que les Français vont se réveiller un jour et puis descendre dans la rue, ou tu crois que vraiment c'est foutu, ils sont trop contrôlés mentalement Contrôler mentalement, je pense que le Français a toujours eu cette réputation de pouvoir se réveiller à un moment donné ou à un autre. Ouais. Je pense que la solution ne viendra pas, à mon avis, hein, elle ne viendra pas des urnes, parce que Ah bah non, c'est sûr. échoué d'avance, Ouais. c'est si un sursaut, je dirais, du peuple, il se fera dehors, dans la rue, et avec une prise de conscience peut-être pour demander à ce que finalement le peuple puisse gérer à nouveau son avenir, son quotidien, et non plus ce pouvoir qui se maintient depuis des années en place, et puis qui s'autoprotègent entre eux de toute façon, hein, parce que moi j'ai vu des personnes évoluer sous une tendance politique et évoluer sous l'autre tendance politique, hein, donc bon, Bah, tout comme ça, Valls, qui avant défendait les Palestiniens et maintenant qui défend Israël. Voilà. Et moi, je ne fais pas de politique parce qu'on m'a accusé, là aussi pour me décrédibiliser à un moment donné, on m'a accusé de tout, hein, de faire partie de l'extrême droite, de faire partie de l'extrême gauche. Ouais. Moi, je suis à un stade que, bon, de toute façon, avec mes affaires, la politique, ça me passe vraiment au-dessus de Ouais, la bien tête, sûr. Ouais. parce que je n'ai plus confiance, justement, Dans le dans ce système, système-là. bien sûr. Le système est totalement pourri. Et je vois personne en qui j'ai confiance actuellement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres médias que tu contactes actuellement et qui te relaient au niveau de l'information, ou est-ce qu'ils ont peur de diffuser ton information? Comment ça se passe? Alors au début, j'avais quelques supports médiatiques, et depuis, je les ai relancés et plus rien. Une radio très connue, hein, depuis, je les ai relancés et plus rien. Pourtant, il avait promis de m'aider, hein, puisque même lui a été un petit peu éclaboussé dans mon affaire. Ouais. Donc, à l'époque où ça s'est passé, quand je suis passé à la radio, le lendemain, il y avait Monsieur Guéant qui était ministre de l'Intérieur, parce que mon affaire, elle a démarré sous le règne Guéant. Et le lendemain de mon passage à la radio pour parler gentiment des effets de la RGPP et de cette collègue qui s'était suicidée malheureusement, et c'était par rapport aux conditions de travail, le lendemain, passé Guéant donc à cette radio, et c'était au moment où en plus Monsieur Guéant, puisque je l'ai appris comme tout le monde bien tardivement, piochait dans les caisses tous les mois, puisqu'il a été condamné en correctionnel. Donc je pense que à un moment donné, il va falloir. Alors cette radio justement avait promis de m'aider, et puisqu'il avait été, comme je disais, éclaboussé dans mon affaire, on dit que ce journaliste a été trop incisif et dérangeant envers le ministre de l'époque, à cause de moi. C'était pour me faire porter le chapeau. Donc il s'était mis en colère, ce journaliste, et il avait dit non, mais de toute façon, moi je vais remuer les terres, mais il faut l'aider. La dernière fois que je suis passé à la radio avec lui, il m'avait appelé parce que j'étais monté sur une grue. J'étais monté sur une grue pour faire pour faire sauter ce couvercle, entre guillemets, qu'on ne voulait pas. Ouais, parce que je me suis quand même à un moment donné démené, hein, pour dire non, moi il n'y a pas de couvercle. Hein. Et donc ce journaliste m'avait appelé le lendemain et m'avait dit je reviendrai aux nouvelles, mais de toute façon ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Puis bon, je lui ai envoyé depuis quelques contacts pour lui dire que ça en était toujours au même stade et que ça avait même été bien pire derrière. Et je pense qu'il est censuré, comme d'autres médias, pour éviter de parler de ce genre d'affaires, puisque je connais maintenant un petit peu comment ça se passe, quoi, l'envers du décor, on va dire. Et la suite, tu vas. J'espère que ça va inciter, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que l'interview qu'on fait aujourd'hui, j'espère qu'il va être au maximum partagé par les internautes, et puis que ça va inciter d'autres médias à te contacter de manière à faire remonter toute l'histoire, quoi.
que cette histoire ne s'éteigne pas comme ça, comme un feu qui s'éteint, mais qu'au contraire, ça devienne un brasier important pour... J'aimerais bien. À l'époque, je sais pas si tu te rappelles, ça s'est déroulé aussi en 2012, à peu près en même temps que moi. Il y a eu une fonctionnaire de police qui avait dénoncé du harcèlement, de la discrimination, des magouilles, etc. Siem Swede, je sais pas si ça te dit. Non. Elle a écrit des livres, elle a été invitée sur pas mal de plateaux télé. Et à l'époque, en fait, je l'ai su qu'après. À l'époque, la droite était au pouvoir, c'est la gauche qui incitait cette fonctionnaire de police à dénoncer tout un tas de trucs. Elle est allée beaucoup plus loin que moi dans la dénonciation, puisqu'elle avait écrit un livre, elle s'était exprimée sur les médias, elle avait carrément dénoncé vraiment des malversations, du harcèlement, de la discrimination, du racisme, etc. Elle a été sanctionnée légèrement moins que moi. Elle n'a jamais été mise à la porte. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, elle a été non seulement réintégrée, et elle est actuellement dans un bureau du ministère de l'Intérieur, aux ressources humaines, et je pense qu'on a dû lui dire, voilà, on vous met là, vous avez ce que vous voulez, maintenant, bon, c'est bon. Et moi, je pense que moi, je suis prêt à dénoncer pas mal de choses et monter au créneau. Il y a d'autres choses dont tu voulais parler aujourd'hui, justement, dans la série des choses à dénoncer. Tu avais d'autres choses à dire? Non. Hormis que bon, mon affaire, le jour où elle touchera à sa fin, j'espère dans le bon sens, je le ferai savoir un peu de partout. Mais c'était pour dénoncer les méthodes de cette brutalité, je dirais, du pouvoir pour démolir un individu, un fonctionnaire, en utilisant vraiment des choses horribles, comme je l'ai vécu. C'était ça que je voulais dénoncer. Ça existe, il faut que les gens en entendent parler, parce que on est capable demain vraiment du pire pour démonter un individu. Et encore une fois, c'est pas pour rien si je suis référencé dans les lanceurs d'alerte. On peut pas l'être comme ça. Donc les lanceurs d'alerte sont aujourd'hui vraiment menacés, quoi. Ouais. Les sites de réinformation aussi, tous ceux qui luttent contre le système et qui dénoncent le système, quoi. Ouais, tous ceux qui les mettent en danger, hein. De toute façon ils essayent de sauver leur peau, hein. De toute façon c'est aussi simple que ça, hein. Donc ils font taire ce qui dérange, quoi. Ok, bah écoute, moi c'est bon pour moi, je te remercie. On va rester sous l'heure, comme ça c'est pas trop long pour que les internautes puissent regarder cette vidéo. Éventuellement on fera un suivi quant à des nouvelles ou s'il y a d'autres choses qui te viennent en tête dont tu voudrais parler, on fera un suivi. Je vais te laisser le mot de la fin et je pense qu'il faut qu'on lance deux messages en fait, un aux citoyens et puis un autre au service de police. Moi j'invite évidemment tous les gens qui peuvent témoigner, qu'ils soient dans les services de police ou chez les militaires, à venir en fait nous aider à combattre en fait ce système criminel en rapportant les affaires qui se tournent à l'intérieur de la police ou des circuits militaires. Je sais que peu de personnes veulent parler. On est prêt, enfin moi je suis prêt en fait à faire aussi des interviews éventuellement à visage caché pour protéger ceux qui sont toujours dans les services de police ou de militaire. On peut utiliser aussi des logiciels de modification de voix, enfin il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment prendre ses responsabilités et puis il faut arrêter de se taire parce que qui ne dit mot consent. Le mal a besoin pour perdurer de notre silence, voilà. Et donc ils utilisent la peur et pour nous maintenir dans le silence et c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Or, on est beaucoup plus fort qu'eux, on est 99% de la population mondiale et je peux vous dire qu'il y a énormément d'indignés partout, hein, que ce soit dans tous les pays. Donc n'ayez pas peur,
vous pouvez vous protéger en gardant l'anonymat, mais venez, contactez-nous de manière à ce qu'on puisse faire remonter les informations. Il faut absolument faire remonter les affaires et faire tomber ces gouvernements criminels, quoi, et que le peuple récupère enfin son pouvoir de décision sur ce qui se passe dans son pays, parce que là ça part. C'est-à-dire que si on fait rien, de toute façon, votre boulot vous le garderez pas, parce qu'il y a un moment donné, ça va aller vers la guerre civile, et puis les premiers qui vont être sur le front et qui vont s'en prendre plein la gueule, c'est vous. Donc déjà c'est pour votre sécurité. Et deux, pensez aussi à l'avenir. Enfin, il y a les enfants qui arrivent derrière. Quelle société on va leur laisser? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent de vous plus tard? Est-ce que vous voulez qu'ils disent papa, non, il faisait rien, il était complice, et puis voilà, il avait trop peur. Il y a un moment, il faut se reconnecter je dirais, à sa conscience, quoi. Hein. On a tous une conscience. Je pense qu'il faut un moment se reconnecter avec et puis prendre les bonnes décisions, quoi. On peut pas laisser les gens se faire détruire comme ça, comme ton exemple, hein, sans réagir. Quand on s'en prend en fait à un être humain, on s'en prend à toute l'humanité. C'est pas en détournant le regard, un peu comme à la façon de ce qui se passe dans les trams de métro, où quand une femme se fait violer, tout le monde tourne la tête pour voir pour dire s'il se passe rien. Non, on peut pas. Si on continue comme ça, on va vers le chaos, on va vers la guerre civile, on va vers des années et des années de guerre civile. Il y aura énormément de morts. C'est ce que, en plus, le pouvoir criminel veut, parce que ils essayent, d'un côté, on le voit sur la scène géopolitique, d'un côté ils essayent de déclencher des guerres mondiales avec des vassaux de l'OTAN comme la Turquie qui s'amuse à abattre des avions dans l'espace aérien de la Syrie, etc. On le voit, ils essayent de faire déclencher des guerres mondiales, et de l'autre côté on a une tentative aussi de déstabilisation à l'intérieur du pays pour provoquer la guerre civile. C'est-à-dire qu'on fait arriver des tonnes de migrants qu'on peut pas intégrer, qu'on n'a pas les moyens d'aider, quoi. Et on monte en fait les images pour que les populations se mettent sur la gueule, entre les juifs, les arabes, les cathos, les blancs, tout ça, pour que les gens se mettent sur la gueule, quoi, hein, tout simplement. On veut déclencher des guerres de style de guerre de religion, je sais pas, enfin une guerre civile. Donc il y a ces deux plans qui avancent en même temps du nouvel ordre mondial, hein, c'est-à-dire provoquer le chaos. De toute façon, voilà, c'est clair, c'est provoquer le chaos. Et donc il y a deux façons de réagir par rapport à ça. Soit on fait rien et on est complice du système en sachant pertinemment où on va, et puis à la fin de sa vie, vous allez avoir des sacrés regrets, quoi, hein, parce que avoir assisté à ça, et puis c'est comme les mecs qui ont participé sous le régime de Vichy et qui aidaient les Allemands pendant la guerre. Je veux dire, ils s'en mordent les doigts. Hein. Donc on est face au nazisme, hein. Le nazisme, il est à l'intérieur de chez nous, hein. Ça c'est très ressemblant en tout cas. Et puis voilà, faut se reconnecter. On est des êtres alors après, chacun ses croyances. Moi, je crois qu'on est des êtres divins immortels et qu'on a été très diminués pour faire de nous des moutons. Mais je pense que c'est pas ce qu'on est à la base, et que une fois qu'on récupère en fait ces informations et cette compréhension du monde et de la manipulation qu'il y a derrière des gens qui tirent les ficelles autour pour atteindre leur nouvel ordre mondial, là, hein, on comprend le plan, et puis après, il y a un moment, il y a plus rien à perdre, quoi. On est dans un moment où il y a plus rien à perdre. C'est soit on vit à genoux, et puis le futur, c'est un truc de puçage dans le bras qui peuvent vous couper à n'importe quel moment pour vous garder esclave, et puis avec les banques. Et puis voilà, ou alors c'est se lever, de reprendre son pouvoir, aller coronesse, tu vois, et puis se battre, et puis emmener les gens avec nous. En plus, on rencontre des gens formidables quand on fait ça, parce qu'on rencontre des gens qui sont sortis du système, qui ont eu une sorte d'expérience qui leur a permis de se rapprocher de qui ils sont vraiment. Parce que quand ils étaient en fait avant sous les ordres, ils étaient éloignés d'eux-mêmes, perdus.
Et le fait de sortir, alors ça a des conséquences évidemment négatives par rapport au salaire, à l'argent, aux pressions qui sont difficiles à prendre. Mais putain, quand tu passes ça, mais quel soulagement d'être devenu un être humain, quoi, tu vois. C'est ce que je voulais te dire. Ouais. Moi, pour reprendre le terme bien connu, c'est le message que j'aurais à faire passer hein, à ceux qui sont en fonction, y compris à toute la population à côté. C'est indignez-vous, hein, c'est connu cette expression. De ne pas devenir acteur de ce qui risque de se passer à nouveau comme dans les années 30. De pas collaborer en fait, hein, d'éviter de tomber là-dedans parce que ce sont nos enfants derrière et les générations à venir. On va leur laisser un héritage complètement pourri. Moi, je verrais mal demain mon pays. On n'en est pas loin avec des espèces de Gestapo dans les rues pour arrêter les gens pour des idées politiques ou autres. Et ceux qui vont être acteurs de ça, justement, qui vont être obligés d'exécuter. Je les plains. Donc, à un moment donné, faites en sorte que ça n'arrive pas et montez au créneau. Et plus on est, comme tu disais justement, c'est une force incroyable. On ne peut pas exécuter si on est des centaines de milliers, voire des millions. On ne peut pas exécuter quelque chose contraire. Donc, à un moment donné, moi, j'ai envie de leur dire. Indignez-vous, ouais. Indignez-vous et puis contactez-moi parce que moi de toute façon dans ma mission là, je veux dire, il n'y a plus rien qui me fait peur, hein, donc allez-y, hein, balancez-moi tout. Moi je publie, on va les faire tomber, on va s'y mettre, on est nombreux, voilà, parce que il y en a pas beaucoup qui parlent, mais je peux te dire que derrière on est énormément. Et puis les rangs en plus sont en train de se remplir du côté de la résistance. Hein. Je peux te dire que tous les jours, les rangs grossissent, quoi. Hein. Donc, regarde les pays qui se sont réveillés, les pays arabes qui se sont réveillés, la Tunisie, etc. Donc il y a plein d'exemples qui prouvent aussi que le système est à sa fin et qu'ils sont au bord de tomber du gouffre. Hein. C'est pour ça c'est comme un rat qui est acculé dans un coin et qui au bout d'un moment, il te saute dessus parce que c'est sa vie qui est en jeu, quoi. Donc ils sont comme ça. On voit le cas là, il y a des affaires qui remontent, que ce soit aux États-Unis, il y a Hillary Clinton qui va être poursuivie, il y a Sarkozy en ce moment qui est poursuivi. Même si ça traîne, etc., qu'ils ont toujours des petites sorties de secours grâce à leur réseau maçonnique à la con, ça va tomber. Il y a un moment, il faut continuer à secouer, ça va tomber. Mais ça peut se faire qu'avec l'aide de tous les humains qui se réunissent. Et puis voilà. Donc appelez-nous, appelez-moi, contactez-moi sur le site Stop Mensonge et on s'organise comme ça des vidéos. Visage découvert ou visage masqué, avec la voix comme vous voulez, mais il faut absolument faire remonter les affaires. Voilà. Écoute Laurent, aucun souci. Je te remercie, moi, en tout cas, d'avoir pu faire passer mon message et ce que je vis, ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Hein. C'est une preuve comme quoi il y a vraiment des magouilles dans les couloirs de nos institutions. Et c'est vraiment des magouilles criminelles, quoi. C'est vraiment des magouilles de mafia, quoi. Et la mafia, elle est en col blanc, il faut la stopper, quoi. Voilà. Merci Laurent, et puis à bientôt. On reste en contact. Passe une bonne soirée. Merci à tout le monde. Bye bye.